Et je vais maintenant passer la parole à Catherine Kinsler. Catherine Kinsler, vous êtes professeure émérite des universités. Vous êtes philosophe de l'art et de l'esthétique. Et vous avez écrit sur Rameau et la politique de l'opéra. C'est votre engagement de citoyenne qui vous pousse dès la première affaire du voile à l'école en France, en 1989, à signer, aux côtés d'Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay, un retentissant appel contre l'unique de l'école républicaine. Par votre capacité à vous indigner de ce qui se passe déjà à l'époque à l'école, vous développez une pensée philosophique sur les origines de la laïcité, que vous recherchez dans la pensée des philosophes des Lumières. Alors, Madame Kinsler, vous qui avez analysé les ressorts des opposants à la laïcité, comment expliquez-vous la nature de ces attaques et la difficulté qu'il peut y avoir à défendre les militants laïcs? Merci de votre invitation. Je suis très émue d'entendre Didier Lemaire, parce que d'abord c'est un collègue, mais que je n'ai pas eu à subir ce qu'il subit. Donc quelque chose d'autre s'est produit entre le moment où j'exerçais et le moment où lui a dû essuyer toutes ces menaces et y faire face. Et pourtant, quand je lis son livre « Lettres d'un hussard », eh bien, je vois qu'on fait le même métier. Alors, les militants laïcs sont attaqués, c'est pour ça qu'il faut les défendre, évidemment. Mais pas seulement eux. Je cite Didier Lemaire, page 152 du livre que je viens d'évoquer. Il suffit de traiter publiquement un enseignant de raciste et d'islamophobe pour menacer sa vie. Voilà ce qui a changé, ce que je n'ai pas connu. Alors, qu'est-ce qui est attaqué dans les militants laïcs? Et ce qui est attaqué, c'est ce que l'intégrisme ne supporte pas, ne souffre pas. Mais aussi, et c'est une des sources de la démission et du déni dont il a été fait état il y a un instant, ce que rejette un personnel politique pour lequel la cité est un conglomérat de communautés, une juxtaposition d'appartenance et rien d'autre. Or, les principes laïques, ils ne les supportent pas. C'est d'abord une conception de la cité, de l'association politique, une conception que j'appelle autoconstituante. Aucun groupe, aucune appartenance préalable n'a d'autorité politique. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Ça a été rappelé aussi. Celle-ci se compose d'individus et non de lobbies ou de convictions. La République laïque n'est pas un deal avec des groupes préalablement constitués. Elle ne prend pas modèle non plus sur des adhésions préalables, ni même sur ce qu'elle pourrait avoir en commun, par exemple croire en quelque chose. Il y a donc disjonction entre les appartenances qui existent, qui reçoivent des dispositions juridiques pour les accueillir, et d'autre part le moment politique, la citoyenneté. Personne ne peut réclamer des droits et des devoirs particuliers en fonction d'une appartenance. Le droit de non-appartenance ne se juxtapose pas au droit d'appartenance, il n'en est pas une variante, il en est la condition. C'est ce que j'ai appelé le moment zéro de la puissance publique. Et puis la deuxième chose que ne supportent pas les intégristes, c'est que le régime laïque distingue les espaces et les fonctions. D'une part, l'autorité publique, la puissance publique qui s'installe sur ce moment zéro, les lois, l'école publique, sont astreints à ce qu'on appelle la neutralité, le principe de laïcité au sens strict, domaine limité. Et puis d'autre part, la société ordinaire, illimitée, où règne la liberté d'expression, d'affichage, dans le cadre du droit commun. C'est une dualité. Par exemple, un élève de l'école publique vit cette alternance. Il doit suspendre ses affichages religieux en entrant à l'école, mais il peut les reprendre à la sortie. C'est ce que j'ai appelé la respiration laïque. L'intégrisme, c'est le contraire de l'intégrisme, car l'intégrisme, l'islamisme notamment, entend uniformiser tous les secteurs de la vie. Donc, ce que la République devrait faire, c'est permettre l'échappement, la singularité, échapper à l'assignation. C'est ce que chacun doit pouvoir trouver dans sa corbeille de naissance en devenant français.
il y a toujours un ailleurs, politique et pour sa propre vie. Et que se passe-t-il alors? Didier Lemaire l'a dit, et avec quels accents? Ces principes devraient être défendus, soutenus par tous les agents publics, mais d'abord par le gouvernement, par les élus, par les ministres. Or, ce n'est pas le cas. C'est ce que dit Didier Lemaire. Je cite encore sa lettre, page 125. Devenir un individu libre n'est possible qu'à deux conditions, écrit-il. Un état de droit qui empêche toute communauté de confisquer à l'individu sa liberté en lui opposant une manière d'être et de penser, et une école qui prépare chaque homme à devenir citoyen par la transmission d'une culture humaniste, scientifique, artistique, philosophique. Et il ajoute, eh bien, la première condition n'est pas réalisée. Elle n'existe plus dans de nombreux quartiers, mais ça veut dire qu'elle n'existe plus finalement, de proche en proche. Mais ajoutons que la deuxième n'existe pas non plus, ou n'existe plus que de manière isolée, sporadique. L'école est livrée, et cela depuis plus de 30 ans, aux exigences sociales et au marché. Elle est livrée à son extérieur, elle est soumise aux pressions. C'est ce que décrit David Minota dans son livre sur l'assassinat de Samuel Paty. Donc, je résume, ce qui ne supportent pas les intégristes, c'est ce qui se passe actuellement en leur faveur. 1. La distance, le pas de côté qui sépare les appartenances, d'une part, et le moment politique, cette distance, elle est abolie, elle est effacée. Et 2. L'école, l'espace de double vie pour chaque élève, qui devrait être offert à chaque élève, est aboli, effacé. Nous avons affaire à un double resserrement en termes mécaniques. La machine politique de la République est grippée volontairement. Que faire alors? Oui, alors la première chose à faire, c'est ce que nous devons faire du foin. Faire du foin, faire savoir, recenser, ne rien laisser passer. Se doter de moyens associatifs et juridiques pour attaquer, je dis bien cette fois-ci, systématiquement, non seulement les auteurs de propos menaçants, mais l'État, quand il se dérobe à son devoir de protection par les moyens honteux que Didier Lemaire a cité, a évoqué tout à l'heure. Exposer, expliquer, mais pas seulement pour plaider, pas seulement pour défendre, pour attaquer, pour prendre l'offensive, montrer ce qui se passe là où les dispositions laïques n'existent pas, ou bien là où elles sont simplement partielles. Par exemple, les tribunaux islamiques au Royaume-Uni. C'est ça que vous voulez? L'interdiction pour les non-croyants d'exercer la fonction publique. Dans certains États des États-Unis, ça existe toujours. Pourtant, pays qui séparent les églises et l'État. C'est ça que vous voulez? La législation sur le blasphème en Allemagne, l'impôt sur les cultes, j'en passe, en Allemagne, c'est vraiment bien. C'est ça que vous voulez? Voilà ce qu'il faut répondre, je crois, pas seulement un discours de défense. Aujourd'hui, François Cros viendra, je pense, commenter ce sondage que j'ai lu, mais aujourd'hui, et ça apparaît par des petites choses. Eh bien, on apprend que les élèves non voilés dans leurs établissements subissent un chantage pour qu'elles s'alignent, que leur échappement leur soit impossible. À l'école, enfin, arrêtez le prêchi-prêcha. Ça fait des années qu'on pratique le prêchi-prêcha. Le larmoiement sur les valeurs, c'est un discours contre-productif, d'abord parce que c'est la nature même des jeunes adultes, des adolescents, de rejeter le prêchi-prêcha, mais aussi parce que ça ne marche pas. Mettre les professeurs debout, redonner à l'école sa mission principale qui est d'instruire. L'instituteur, alors je prends un exemple, je pense que certains connaissent, l'instituteur qui explique comment fonctionne une retenue dans une soustraction fait autant, ou même peut-être plus pour la laïcité qu'un discours bien pensant. Il fait vivre la liberté aux esprits qui comprennent, qui s'approprient cette intelligibilité et qui découvrent leur pouvoir, le pouvoir de leur propre esprit. Voilà un peu de courage, mais aussi remettre les institutions républicaines
républicaine debout. Je terminerai par une citation de Charme dans sa lettre aux escrocs de l'islamophobie. L'autocensure est en passe de devenir un art majeur en France. Donc un peu de courage politique chez les élus, bien sûr, mais aussi chez chaque citoyen. Mais nous n'en manquons pas. Merci.